Bonjour, je suis Bendoula Khald, professeur de physique au lycée pilote de Tunis. Voilà, aujourd'hui donc je vais vous présenter donc un cours de physique sur l'oscillateur électrique libre sous la direction de monsieur l'inspecteur général Fawzi Hamami. Alors on va commencer ce cours tout simplement par notre objectif. Donc à la fin de ce cours, nous allons essayer de produire des oscillations électriques. Alors, je vais commencer d'abord par un petit rappel de ce qu'on a vu donc, depuis le début de l'année. Alors, lorsqu'on a commencé par étudier le dipôle RC, on avait étudié l'évolution de la tension aux bornes du condensateur quand on a chargé le condensateur, donc à travers un résistor à l'aide d'un générateur idéal de tension. Et on avait vu que la tension aux bornes du condensateur évoluait de manière exponentielle. Donc ça a augmenté à partir de l'instant t égal à 0 jusqu'à atteindre une valeur UC égale à E en régime permanent. Et on avait montré aussi qu'au cours de cette charge, à travers le résistor, que l'intensité I du courant électrique diminuait pareil, donc de manière exponentielle de la valeur de E sur R vers la valeur 0 en régime permanent. Alors, donc, après, donc, dans le deuxième chapitre, quand on a commencé à étudier la bobine et notamment donc, la réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension, on avait montré que donc, au cours de l'établissement du courant électrique, l'intensité I augmentait à partir de 0 de manière exponentielle jusqu'à atteindre une valeur en régime permanent qui valait à ce moment-là E sur la somme des résistances. De même pour la tension aux bornes du résistor. Elle, donc, comme elle était proportionnelle à l'intensité I du courant électrique, elle augmentait de manière exponentielle. Quant à la tension UB, elle diminuait de manière exponentielle à partir de la valeur de E jusqu'à une valeur, donc qu'on avait montré, la valeur de UB en régime permanent qui valait petit r fois l'intensité I du courant en régime permanent. Alors, donc, dans ces deux chapitres, on a vu évoluer la tension donc, aux bornes du dipôle condensateur d'abord, donc c'était une exponentielle croissante. Pour la bobine, donc dans le deuxième chapitre, on avait vu que la tension évoluait de manière donc, décroissante, toujours donc, d'une manière exponentielle. Alors, donc la question qui se pose ici, donc si je charge maintenant dans cette partie du chapitre, si je charge un condensateur, et puis on le décharge à travers une bobine et un résistor monté en série. Comment va évoluer la tension aux bornes du condensateur? Comment va évoluer à ce moment-là la tension aux bornes du résistor? Et comment va évoluer la tension aux bornes de la bobine? Alors, pour répondre à cette question, nous allons commencer par une première partie donc, expérimentale, et puis dans une seconde partie, on fera le développement théorique. Alors, comme on veut voir évoluer la tension aux bornes donc, du condensateur après sa décharge, donc on a besoin pour ça d'abord de charger le condensateur, et puis, comme on va le décharger à travers une bobine et un résistor, donc on a besoin ici d'un générateur de tension idéal, donc il va nous permettre donc, de charger le condensateur. On a besoin donc de la bobine, d'un résistor R, donc de valeur réglable, et puis, comme on va charger, ensuite décharger, on va avoir besoin d'un interrupteur inverseur. Et comme notre objectif, c'est de suivre l'évolution de la tension UC aux bornes du condensateur, donc on a besoin pour ça d'un oscilloscope numérique, donc qui va nous permettre d'enregistrer la tension aux bornes du condensateur et de voir son évolution au cours de cette décharge. Alors ça, c'est notre dispositif expérimental. Alors, le circuit donc, qui va nous permettre de charger le condensateur et ensuite de le décharger est le suivant. Donc, ici, le schéma formel du circuit. Donc, on a notre générateur de tension idéal de valeur donc, qui a une force électromotrice E égale à 9 volts. On a un condensateur de capacité C ici
est égal à 1000 microfarades. Alors, la bobine qu'on va utiliser, elle a une inductance L égale à 1 Henri et une petite résistance petit r égale à 10 ohms. Et puis, notre résistor, donc réglable, donc ici, on va prendre différentes valeurs de la résistance grand R, et puis un interrupteur inverseur qui va permettre de charger et de décharger le condensateur. Alors, ça, c'est notre interrupteur inverseur, donc à deux positions. Ça, c'est la position 1, la position 2, et puis ça, c'est, on va l'appeler la borne commune de l'interrupteur inverseur. Alors, donc, nous, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va charger le condensateur. Donc ici, quand on regarde ici le circuit de charge, donc quand on bascule l'interrupteur en position 1, donc on met en contact le générateur et le condensateur. Alors, ce qui va se passer ici, le condensateur va se charger instantanément. Pourquoi? Parce que le circuit de charge ne contient pas de résistor. Donc automatiquement, quand on bascule l'interrupteur en position 1, UC va être égal à E, c'est-à-dire UC est égal à 9 volts. Alors, nous, donc comme on va chronométrer en gros l'évolution de la tension UC aux bornes du condensateur, on va supposer que l'instant T égale à 0, l'instant où l'on va basculer l'interrupteur K en position 2. Donc si on bascule l'interrupteur K en position 2, automatiquement, le condensateur ici va initialement chargé, donc qui avait une tension initiale égale à E, égale à 9 volts, va se décharger à travers donc, le circuit ici en série qui contient la bobine d'inductance L et de résistance petit r et le résistor grand R. Donc ça, c'est notre circuit. Alors, on va réaliser ce circuit et on va brancher tout ça à l'oscilloscope. Je rappelle ici qu'on va visualiser la tension aux bornes du condensateur. Donc, on reliera donc, la borne positive du condensateur à la voie Y1 de l'oscilloscope numérique, et puis la borne négative du condensateur sera reliée à la masse de l'oscilloscope. Alors, voyons donc le branchement à l'oscilloscope. Donc, le circuit qui va charger le condensateur est situé à gauche. Le circuit qui va décharger le condensateur sera situé à droite. Alors, donc ici, on va voir donc pas à pas le branchement. Donc, on va brancher la borne positive du générateur à la borne 1 de l'interrupteur. La borne commune de l'interrupteur, on la reliera à la borne positive du condensateur. La borne négative du condensateur, on va la relier à la borne négative du générateur. Ensuite, on va relier la borne 2 de l'interrupteur, ici, à l'une des bornes de la bobine. L'autre borne de la bobine, on va la relier à l'une des deux bornes du résistor. Et enfin, on reliera la borne négative du résistor à la borne, bien sûr, négative du condensateur. À partir de là, on reliera cette borne, c'est-à-dire la borne positive du condensateur à la voie Y1 de l'oscilloscope et la borne négative du condensateur à la masse de l'oscilloscope. Là, on est en mesure, donc si je bascule l'interrupteur K en position 1, le condensateur va se charger instantanément. Quand je bascule l'interrupteur K en position 2, donc celui-ci, initialement chargé, va se décharger à travers la bobine et le résistor. Nous, on a synchronisé ici pour cette simulation. Donc, l'instant de basculement de l'interrupteur K en position 2, automatiquement, l'oscilloscope va faire l'acquisition donc, de la tension aux bornes donc, du condensateur. Alors, voyons maintenant ce qui va se produire si, donc, voilà, ça c'est notre dispositif et les branchements. Alors, on va commencer par une première expérience pour laquelle on va choisir une résistance R égale à 10 ohms. Comme la bobine a une petite résistance R égale à 10 ohms, donc la résistance totale du circuit de
décharge va être égale à 20 ohms. Alors, là, on a chargé initialement le condensateur, donc la tension aux bornes du condensateur vaut 9 volts. Alors, on va le décharger dans la bobine et le résistor. Donc, on va regarder ici, on va observer normalement sur l'écran de l'oscilloscope l'évolution de la tension aux bornes donc, du condensateur. Alors, donc, je lance. Donc, on voit ici que on obtient sur l'écran de l'oscilloscope numérique un signal qui décrit l'évolution de la tension aux bornes du condensateur. Alors, on va faire une capture d'écran de cette courbe et on va voir de près donc comment c'est en train d'évoluer. Alors, donc ça c'est notre écran qui a été agrandi. On remarque ici que la tension aux bornes du condensateur, donc UC de T, initialement vaut 9 volts. Ici, donc, sur cette échelle, on a montré ici qu'un carreau, c'est 2 volts, donc un carreau vertical, la sensibilité verticale en gros, et puis la sensibilité horizontale ici, c'est 0,2 secondes. On voit ici que sur cette courbe, UC de T, donc initialement, ça vaut 9 volts. À mesure que le temps passe, UC de T diminue jusqu'à s'annuler, ensuite devient négative, ensuite elle atteint une valeur minimale, ensuite UC de T va croître pour atteindre une valeur maximale, et ainsi de suite. Donc, ça passe tantôt d'une valeur positive à une valeur négative, positive, négative, ainsi de suite. Donc, la tension UC de T prend des valeurs tantôt positives, tantôt négatives. On dit qu'on a ici des oscillations électriques, que UC de T oscille. Alors, on voit ici que l'amplitude des oscillations, donc ici, initialement, c'est 9 volts. Au bout de 0,2 secondes à peu près, ici, UC, la valeur maximale de UC, approximativement, ça vaut 4 volts. Au bout de 0,4 secondes, UC max, la tension maximale, vaut approximativement 2,5, plutôt 2,2 volts. D'accord? Ainsi de suite. Donc, on voit ici que là, l'amplitude de UC de T, donc UC max, est en train de diminuer. Donc, ici, on est dans le cadre d'un oscillateur amorti. Donc, puisque l'amplitude des oscillations diminue, bien sûr, jusqu'à finir par s'annuler. Et on voit ici qu'il s'agit donc d'une décharge oscillante. D'accord? Alors, donc ici, on a un oscillateur électrique amorti. Alors, on voit ici qu'au cours des oscillations, le circuit oscille sans apport énergétique externe. Nous, initialement, on a fourni de l'énergie, mais après, on a arrêté de lui fournir de l'énergie. Donc, il n'y a pas d'apport énergétique externe au cours des oscillations. Donc, on est ici dans le cadre d'un oscillateur électrique libre. Alors, le qualificatif libre, c'est pour dire tout simplement qu'au cours des oscillations, il n'y a pas d'apport énergétique externe. Donc, et ces oscillations, elles sont amorties au cours du temps. Et je reviens sur, donc, il s'agit d'une décharge oscillante. Alors, qu'en est-il maintenant si on avait choisi une résistance totale supérieure à 20 ohms? Donc, si on choisit une résistance, donc grand R ici, plus grande, avant de passer à ça, je reviens sur la courbe de tout à l'heure. Donc, pour une résistance totale égale à 20 ohms, on voit ici que la durée entre deux maxima est égale à la durée entre deux minima. Donc, cette durée vaut approximativement 0,2 secondes. Là aussi, 0,2 secondes, 0,2 secondes, 0,2 secondes. Donc, ici, pareil, pour les deux minima qui se succèdent, la durée qui sépare deux minima qui se succèdent
est égal à la durée qui sépare deux minima qui se succèdent. Donc, ça vaut ici 0,2 secondes. Donc, cette durée, on va l'appeler pseudo-période. Et le régime ici est appelé pseudo-périodique. Pourquoi dire pseudo-périodique, non pas périodique? Parce que les oscillations ne se répètent pas à l'identique. Donc l'amplitude, elle est en train de décroître au cours du temps. On a des oscillations qui se font à des intervalles de temps égaux, égal à 0,2 secondes, et leur amplitude diminue au cours du temps. Donc là, on est donc dans le cadre d'un oscillateur électrique qui fonctionne en régime pseudo-périodique. Alors, on avait dit tout à l'heure qu'on allait augmenter la résistance totale du circuit. Donc, si on choisit une résistance maintenant, grand R égale à 30 ohms, et par conséquent, on aura une résistance totale égale à 30 plus 10, ça vaut 40 ohms. Qu'est-ce qu'on va observer sur l'écran de l'oscilloscope si, après l'avoir chargé, donc après avoir chargé le condensateur, on va le décharger? Donc, voyons voir un peu ce qui va se produire dans cette situation. On voit ici que UC de T oscille comme tout à l'heure. D'accord? On va voir de plus près donc cette courbe, donc un agrandissement de cette courbe. Alors, ça c'est pour la résistance totale égale à 40 ohms. On voit ici que on a UC de T oscille. Hein? Elle change de signe, donc elle était positive, négative, positive, négative. On voit ici que la pseudo-période est restée la même. T à peu près égale à 0,2 secondes. À peu près, donc on peut dire ici que la pseudo-période a gardé la même valeur. Mais, qu'est-ce qui a changé depuis tout à l'heure? Tout à l'heure, si vous vous rappelez, donc l'amplitude ici était de l'ordre de 4 volts, là, l'amplitude est moindre. Et on voit ici que UC de T est fortement amorti. Il est plus amorti, mais il reste donc dans le régime pseudo-périodique. Et d'ailleurs, on voit ici que le nombre d'oscillations a diminué. Tout à l'heure, donc, notre oscillateur a donc effectué plusieurs oscillations. Là, on voit ici qu'on a une oscillation, 2, 3, à peu près 4 oscillations, et ça s'est arrêté. Donc, on est toujours en régime pseudo-périodique, mais le nombre d'oscillations a diminué et la tension UC a été amortie plus que tout à l'heure. On va continuer maintenant d'augmenter la résistance totale du résistor. Donc, on choisit cette fois-ci une résistance grand R égale à 100 ohms. Si on prend une résistance totale donc égale à 110 ohms, toujours on charge le condensateur, ensuite on le décharge. Qu'est-ce qu'on va observer sur l'écran de l'oscilloscope? Donc, on voit ici que UC de T décroît lentement jusqu'à s'annuler. Alors, donc voyons maintenant un agrandissement de cette courbe. Donc, pour une résistance totale égale à 110 ohms, UC de T a diminué jusqu'à s'annuler, sauf que cette fois-ci, il n'y a pas eu d'oscillation. Il n'y a pas eu de changement de signe de UC de T. UC de T est positive et tend progressivement vers 0 au bout d'une durée à peu près égale à 0,4 secondes. Donc ici, UC de T, donc il s'agit d'une décharge électrique, donc le condensateur se décharge sans qu'il y ait d'oscillation. D'accord? Alors, ici, on dit qu'on est en régime apériodique, c'est-à-dire le retour à 0 s'effectue sans oscillation, donc on est en régime apériodique. Alors, à quoi s'attend-on si on augmente davantage la résistance totale du circuit? Donc, pour l'autre expérience, on va prendre
une résistance totale égale à 210 ohms, c'est-à-dire grand R égale à 200 ohms. Voyons maintenant ce qui va se produire si la résistance totale égale à 200 ohms. Toujours, on charge le condensateur, à T égale à 0, on le décharge à travers la bobine et le résistor. Et donc, on va voir ici, sur l'écran de l'oscilloscope, l'évolution de UC de T. On voit ici que UC de T, pareil, décroît jusqu'à s'annuler. Alors, quelle est la différence des courbes entre tout à l'heure et maintenant? On voit ici que UC de 0 égale à 9 volts. Ça diminue jusqu'à s'annuler. Ah, cette fois-ci, UC de T a atteint la valeur 0. Il s'est annulé à peu près au bout de 0,8 secondes. Donc, UC de T, pour s'être déchargé totalement le condensateur, donc il a fallu passer un temps T un peu plus lent que tout à l'heure, c'est-à-dire 0,8 secondes. Donc, on voit ici l'influence de la résistance totale du circuit. Plus la résistance totale du circuit augmente, et plus, bien sûr, la décharge va prendre plus de temps pour finir par s'annuler. Là aussi, on est en régime apériodique. Alors, pour récapituler toutes ces expériences, ces 4 expériences, on a réuni ici les différentes courbes. Celle-ci, donc en haut à gauche, correspond à une résistance totale égale à 20 ohms. Celle-ci à 40 ohms. Ici, c'est 110 ohms. Et là, 210 ohms. On voit ici que le nombre d'oscillations ici, 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite, ça oscille encore. Là, on a moins d'oscillations. On est en régime, donc, ici, pseudo-périodique. Là aussi, c'est le régime pseudo-périodique. On peut vérifier ici que la pseudo-période 0,2, ça reste à peu près approximativement égal à 0,2. Donc, pour les faibles amortissements, la pseudo-période pratiquement demeure constante. Ici, grand R égale à 20 ohms, résistance totale, 40 ohms, 0,2. Il n'y a pas un grand changement de la pseudo-période. Elle reste à peu près égale à 0,2 secondes. Donc, dans ces deux situations, c'est le régime pseudo-périodique. Pour une résistance totale égale à 110 ohms et 210 ohms, donc on voit ici que UC de T tend vers 0 sans oscillation. UC de T tend vers 0 sans oscillation. Donc, pour ces deux situations, c'est le régime apériodique. Ici, pour ce régime apériodique, comme la résistance totale est inférieure à celle-ci, donc là, c'est 110, on atteint la valeur 0 au bout de 0,4 secondes. Là, on atteint la valeur 0 au bout de 0,8 secondes. Donc, le retour à 0, ici, va dépendre de la résistance totale du circuit. Ça va prendre plus de temps pour revenir à 0, pour le cas apériodique. Et on voit ici que, si je prends par exemple une petite expérience par la pensée, si je prends une résistance totale égale à 400 ohms par exemple, le retour à 0 s'effectuera bien plus tard que 0,8 secondes et ce sera donc bien plus tard. D'accord? On voit ici qu'on est en régime apériodique pour quand la résistance grand R est très importante. Donc notre objectif c'était de produire des oscillations électriques et donc on voit ici que ces oscillations électriques finissent par s'amortir. D'accord? Ici, dans ces deux situations. Et donc, on ne peut pas dire qu'on a produit des oscillations. Il faut que ça perdure plus longtemps. Il faut que ces oscillations demeurent plus longtemps. Et pour que ça demeure plus longtemps, il faut que la résistance claire, c'est clair ici, que la résistance du circuit doit être nulle. Mais ça reste donc un cas utopique. On ne peut pas avoir une résistance totale est égale à 0 puisque le circuit est constitué par des fils conducteurs et les fils conducteurs possèdent toujours une petite résistance, même la bobine, même si par la pensée, donc on peut dire qu'on a une bobine pure, une bobine inductive, mais comme c'est un fil conducteur, on ne peut pas se débarrasser un peu de
sa petite résistance. Et donc, dans cette situation, donc si on décharge un condensateur dans une bobine, donc il y aura toujours un amortissement et on ne peut pas ainsi produire des oscillations qui vont se maintenir constantes, leur amplitude demeure constante tant qu'il y a une petite résistance. Mais par la pensée, si on suppose que la bobine est pure, d'accord, et puis on charge un condensateur et on le décharge, on aura des oscillations qui ne vont pas s'amortir, on aura à ce moment-là un oscillateur non amorti. Alors, donc, on va quand même tirer une petite conclusion à partir de là. Donc, et on va en profiter pour faire une petite application. Alors, notre intérêt, nous, à chaque fois, c'est de déterminer certaines constantes. Certaines constantes. Si je connais, par exemple, la capacité C du condensateur, et moyennant ça, on peut déterminer la valeur de l'inductance L de la bobine. Alors, nous, on admet, et on le montrera plus tard, que la pseudo-période T, pour un faible amortissement, quand la résistance totale du circuit est très faible, on admet que la pseudo-période est presque égale à 2pi racine de LC. On reviendra dans le cours prochain sur cette expression. Ce 2pi racine de LC, on va l'appeler la période propre de l'oscillateur. En quelque sorte, si par la pensée, on élimine toute source d'amortissement, c'est-à-dire si je décharge un condensateur dans une bobine pure, les oscillations qu'on va obtenir vont être périodiques et elles vont avoir une période propre T0 égale à 2pi racine de LC. Et donc nous, ce qu'on va faire ici, on va supposer que pour les faibles amortissements, la pseudo-période est presque égale à la période propre qu'on vient de définir ici comme étant égale à 2pi racine de LC. Et à partir de là, comme T est presque égal à 2pi racine de LC, on peut écrire que T carré, c'est à peu près égal, elle est peu différente de 4pi carré LC. Et donc, moyennant notre courbe ici, on peut toujours donc mesurer la durée entre premier maximum, deuxième, troisième, quatrième maximum. Donc, entre ces 4 maxima, il va y avoir 3 pseudo-périodes. On voit ici que 3 pseudo-périodes, approximativement, ça vaut 0,8 moins 0,2, ça vaut 0,6. Donc, T, ça vaut 0,2 secondes. Donc, connaissant T, on peut remplacer ici dans cette expression. L, ici, d'après l'expression, est presque égale à la pseudo-période au carré sur 4pi carré C. Connaissant la pseudo-période, qui vaut 0,2 au carré, sur 4pi carré, approximativement pi carré, ça vaut presque 10, fois la capacité C. Tout à l'heure, on a utilisé un condensateur de capacité égale à 1000 microfarads. Donc, la capacité en farad, ça vaut 10-3 farads. Donc, si je fais mon application numérique, on va retrouver la valeur donc, de l'inductance L de la bobine. Alors, sur cette petite application, on va donc en finir avec cette première partie. Donc, c'est la fin du cours. Merci donc pour votre attention et à bientôt.